Avant les mots, et même avant les formes, la couleur est la composante visuelle que l'on assimile le plus vite et celle dont on se souvient le mieux. Les couleurs, dont le noir et le blanc, sont un élément déterminant en communication visuelle. Elles ont une influence considérable sur ce que l'on veut communiquer. Il a d'ailleurs été prouvé que la couleur compte pour 62 à 90% dans l'opinion qu'on porte sur un visuel en moins de 2 minutes. Il ne faut surtout pas minimiser le rôle du blanc, car c'est la couleur qui polarise, c'est-à-dire qu'elle donne leur équilibre et leur valeur à toutes les autres. Bien qu'il apparaisse à l'œil humain comme une absence de couleur, le blanc est produit par le mélange de toutes les couleurs du spectre solaire. L'universalité de son symbolisme au fil des siècles est stable. Impossible de la négliger tant les artistes et tous les plasticiens l'utilisent, et parce qu'elle porte depuis toujours les symboles les plus forts qui parlent de l'essentiel, la vie, la mort, l'innocence perdue. Le blanc est un champ chromatique caractérisé par une très forte luminosité. Le mot provient du germanique blanc, qui signifie brillant, clair, sans tache, mais aussi nu. Pour nos ancêtres, il n'y a pas de doute. Le blanc était l'une des 3 couleurs de base avec le noir et le rouge. Les fresques préhistoriques étaient rehaussées de craie blanche. Ils faisaient brûler du blanc d'os pour obtenir les tout premiers pigments créés par transformation. Avec l'utilisation de pigments noirs et blancs, les images jaillissent des grottes, puis des tombeaux, comme pour prolonger la vie. Régis Debray explique que l'homme oppose à la décomposition de la mort la recomposition par l'image. Un peu comme par magie, l'anagramme d'image, la création a des vertus bénéfiques et apparaît comme un bien de première nécessité. Le blanc, la plus lumineuse des valeurs de gris, s'oppose au noir, la plus sombre. C'est un illuminant, une énergie, plus ou moins chaude ou froide. Lumière à incandescence, tube fluorescent, lumière du jour, couleur du soleil levant. L'aube, qui vient de alba, signifie blanc. C'est le symbole du passage entre la nuit noire et le jour. C'est donc la couleur du retour à la lumière, de la renaissance. La première signification de la couleur blanche est spirituelle. Associée à la lumière, elle est à la fois signe du divin et aussi l'expression des plus hautes valeurs morales, ou l'inverse, comme l'évoque l'affiche numéro 49 de Joël Hubeau. Contre les idées reçues, comme le blanc, c'est la pureté, la virginité, la mariée, je réponds que c'est aussi la cocaïne, l'ambulance, le blanchiment d'argent et le Ku Klux Klan, et la traite des planches. Peu de connotations négatives pour le blanc, mais avec les crânes blancs des vanités du XVIIe siècle, il évoque un questionnement sur la finalité de notre vie. Memento mori, n'oublie pas que tu es mortel. Vanité, ici revisitée par l'artiste anglais Damien Hirst, dont le crâne, couvert de 8601 diamants, est l'une des œuvres les plus chères au monde, vendue par un artiste vivant. Avec son goût prononcé pour l'humour noir, Maurizio Cattelan montre le pape Jean-Paul II, tout de blanc vêtu, terrassé par une météorite, dans son œuvre science-fiction nommée La Nona Ora. Les souverains qui tenaient leur autorité du pouvoir divin ont eux aussi adopté le blanc. Ces gisants sont recouverts de linceul blanc, en marbre de Carrare très froid, mais sont apaisants aux yeux de Cattelan. Cattelan remet en question le pouvoir du galeriste qu'il scotche sur ce mur blanc. Il semble alors flotter dans un espace immatériel, un jour de vernissage. Le nouveau-né de Georges Delatour est peint avec de tels contrastes qu'il lui donne une dimension sacrée. Rubens illumine sa descente de croix, de couleur tonique, mais surtout par la blancheur divine du linceul et du corps du Christ,
transcendée par le blanc. Le Bernin, dans l'extase de Sainte Thérèse en marbre de Carrare, révèle à la fois l'expression de la douleur du corps et la volupté de l'âme, de cet échange d'amour avec Dieu. Le tableau La Vénus au miroir de Velázquez fut poignardé par une suffragette pour revendiquer le droit de vote au début du XIXe siècle. Le blanc lumineux du corps s'oppose au côté obscur du portrait dans le miroir pour révéler l'ambivalence des sentiments humains. La tunique blanche du condamné à mort innocent, illuminée par la lanterne, dénonce l'oppression des Madrilènes dans une obscurité oppressante. Elle tresse des maillots de Goya est une œuvre révolutionnaire. Le pigment blanc le plus utilisé depuis l'Antiquité et jusqu'au XIXe siècle est le blanc de plomb. Magnifique blanc suprême, mais si toxique que certains ouvriers qui le produisirent en sont morts. Ensuite, le blanc de zinc est une alternative non toxique au blanc de plomb en 1844, mais il n'a pas l'opacité du blanc de titane, qui lui couvre mieux et qui est bien plus lumineux, alors que paradoxalement, il provient d'un minerai noir. Le meilleur choix de pigment blanc est le dioxyde de titane, qui détient le meilleur pouvoir couvrant et qui est le plus utilisé. Si le blanc désigne un élément essentiel de notre perception colorée, il est surtout la couleur de départ, car c'est très souvent celle du support. C'est le principal support des textes et des images. Le support doit composer une luminosité supérieure à 90%, sans aucune coloration pour pouvoir se dire blanc. Mais on est rarement satisfait du blanc, on lui en demande toujours plus, à tel point qu'on a trouvé une astuce en lui ajoutant un peu de bleu, pour être perçu encore plus blanc. Fin XIXe siècle, les peintres impressionnistes ont enduit leur toile de blanc pour gagner en luminosité. Leurs palettes s'éclaircissent parce qu'ils peignent sur nature, en pleine lumière. À partir de 1842, ils profitent de l'invention de la peinture à l'huile en tube, ce qui donnera aux tableaux impressionnistes une facture caractérisée par une juxtaposition de touches. Egunschild frappe par son intensité graphique. Ses audaces de composition préservent des vides, expriment sa sensibilité extrême, son mal-être profond et bouleversent la représentation des corps. Les blancs dégagent une grande force d'esprit et créent de l'intensité, des tensions et de l'émotion. Dans ses monochromes, Malevich libère l'art de la représentation. Mais la critique soupira aussitôt « Nous sommes dans le désert. Tout ce que nous avons aimé a péri. » Pourtant, l'effort intellectuel considérable de Malevich a permis l'émergence de l'abstraction, invention majeure du XXe siècle qui ouvre de nouvelles voies au langage plastique fondamental. Marcel Duchamp, très provocateur, crée en 1917 son œuvre Fontaine, qui est un urinoir blanc. J'en profite pour dire que le blanc est la couleur hygiénique par excellence. Ce ready-made, objet tout fait et détourné, est présenté comme œuvre d'art. Il est maintenant la première œuvre la plus emblématique du XXe siècle. C'est une mise à l'épreuve du regardeur. Est-ce de bon goût ? Mais vous savez sans doute que le goût, c'est ce à quoi on est habitué, une mode. Degas ira même jusqu'à dire que le goût, c'est la mort de l'art. Magritte met en lumière le fait que la peinture doit servir à autre chose que de représenter le réel. Je veille à ce que les peintures suscitent le mystère avec la précision et l'enchantement nécessaires à la vie des idées. Miro aurait terminé ce triptyque prémonitoire le soir de la condamnation d'un prisonnier politique. Ce qui ne semble être qu'un fond blanc, une ligne hésitante, des taches, 3 couleurs primaires basiques, suffisent pourtant à faire ressentir l'essentiel, la vie, la mort. Hergé, passionné de peinture, s'inspire de Malevich. Les blancs d'Hergé sont largement confrontés aux noirs intenses et sont des aplats qui tendent vers le monochrome. Il en résulte énergie, force, mouvement, lumière et ouverture. Wim Delvoye fait exalter les blancs avec la technique de la découpe laser. Les collages de JR, en noir et blanc,
font ressortir des émotions brutes, accessibles à tous. Cet artiste activiste urbain, libre et humaniste obtient le prix TED en 2010 et le prix de l'UNESCO en 2013, assorti d'un vœu, changer le monde. Ses œuvres inscrites dans les rues sont une galerie ouverte à tout le monde. Le carnettiste Anthony Matthews laisse dominer les blancs pour dynamiser ses planches. Il ne remplit pas les vides et gagne une respiration, une luminosité maximum pour notre plus grand plaisir visuel. Notre regard circule dans ces blancs purs, limpides et radieux. Si Coluche plaisantait en disant qu'il voyait bien ce que pouvait être moins blanc que blanc, il trouvait absurde qu'on puisse imaginer plus blanc que blanc. Depuis, des chercheurs ont trouvé chez les Esquimaux 52 termes différents pour évoquer la neige, la glace, plus une dizaine de mots pour définir le blanc, ce qui fait de la langue inuite l'une des langues les plus riches pour en parler. On comprend donc que la perception des couleurs est très relative et variable en fonction des époques et des peuples. Et tous ces exemples montrent bien l'infinie richesse du blanc. Alors que nos idées reçues auraient plutôt tendance à considérer le blanc comme moins que rien, la nature qui nous entoure prouve l'inverse. Et si nous écoutions un très grand observateur de toutes choses, humaniste, né il y a plus de 500 ans, ce qui paraît beaucoup mais qui est si peu finalement au regard de ces aragonites fascinantes qui se sont transformées durant des dizaines ou même des centaines de millions d'années. Léonard de Vinci a écrit « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Et quand mon frère Denis me fait descendre en spéléo pendant 7 heures au fond d'un gouffre de la taille de la Tour Eiffel et remonter ensuite une rivière souterraine pour me faire découvrir cette nature éblouissante de délicatesse et de préciosité, et qu'il me demande ensuite de ne pas révéler le site, je comprends à quel point ces aragonites sont vulnérables, fragiles, rares et très convoités, car très chers. Ces concrétions si blanches, si lumineuses et rayonnantes, aux formes stupéfiantes, n'apparaissent que très rarement, et dans des conditions ambiantes et circonstances exceptionnelles, au plus profond de cavités obscures, où se forment de petits courants d'air qui les sculptent ainsi, très lentement, au fil du temps, tout en délicatesse et finesse extrême. Et si ce miracle de la nature nous renvoyait à notre condition humaine, si fragile, et dont nous tirons toute notre force et notre rayonnement? Rien n'est plus beau que la nature. Rien ne manque à ses inventions et rien n'y est superflu. Celui qui a un œil fixé sur une étoile ne se retourne pas. Léonard de Vinci. La collection Hypnose d'Iris Van Herpen est connue pour être la première à utiliser l'impression 3D et la découpe laser. Ces matières novatrices nous entraînent bien au-delà du monde de la mode, dans un voyage poétique, entre clarté et profondeur, inspiré des mondes imbriqués de notre biosphère qui entrelacent l'air, l'éther et les océans. Sa créativité matérialise ses forces et ses richesses qui façonnent notre monde organique. Voilà une source de lumière vivante, tout droit venue de la nature, prête à révolutionner notre manière de produire, de consommer et de s'illuminer. Il s'agit de la bioluminescence.
Plus de 76% des organismes marins, comme les lucioles, les vers luisants, les méduses, émettent leur propre lumière qu'ils produisent par une série de réactions chimiques qui transforment l'énergie chimique en une énergie lumineuse, ou qu'ils attirent des bactéries qui le font aussi. Elles émettent alors des photons qui produisent de la lumière. La biotechnologie commence à développer une matière première durable, renouvelable, bioluminescente, faite de micro-organismes naturels et cultivables à l'infini, sans modification génétique, susceptibles de créer des éclairages d'appoint de basse intensité. Trouver un système d'usage d'éclairage bioluminescent durable, doux, adapté au design, aux arts visuels, à l'environnement et surtout aux paysages nocturnes de demain pour limiter la pollution de nuit qui affecte plus de 80% des habitants de la planète. Le biomimétisme désigne un processus d'innovation et une ingénierie qui s'inspire des formes, des matières, des propriétés, processus et fonctions du vivant. Apprendre de la nature, se bio-inspirer pour l'appliquer à la construction de notre environnement de demain. Une méduse crée son énergie de façon autonome, sans batterie ou panneau solaire. L'Université de New York a tenté de modifier génétiquement une plante d'intérieur dont les racines et les feuilles émettent de la lumière. Son ambition serait de créer des arbres lumineux, des parcs et jardins incroyablement poétiques. Mais est-il éthique de manipuler des organismes vivants ? L'idée semble économique en énergie, mais n'est-ce pas jouer aux apprentis sorciers ? On ne s'aperçoit hélas pas tout de suite des effets néfastes à long terme. L'idée n'est pas d'être pessimiste, mais de s'interroger sur les possibles et les enjeux de la biologie synthétique et du design de demain dans une interaction plus forte avec les sciences du vivant et les neurosciences. La Venus Natural Crystal Chair de 2013 est composée de 7 fils montés comme une toile d'araignée, plongés dans une solution minérale qui forme avec le temps une structure cristalline blanche pour aboutir à une chaise. C'est donc la matière même qui est à explorer et à utiliser comme médium pour les artistes, les designers et les architectes du futur. Vous constatez qu'il est bien difficile de résumer le blanc, sans être trop réducteur, à une couleur. Bien au-delà de l'utilisation de pigments blancs, d'une matière blanche ou d'un aspect de surface, cette couleur s'apparente surtout à une extraordinaire énergie créatrice positive, au-delà du réel, presque magique, comme un ressort d'émerveillement, pour atteindre une beauté ultime, une pureté idéale totale. Jean d'Ormesson a écrit, dans le Guide des égarés, « Il n'est pas tout à fait sûr que la beauté suffise à sauver le monde de la folie des hommes et de leur génie, mais elle le rend plus supportable et peut même le changer en bonheur. »